Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de monnaie. Alors, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on parle de monnaie, n'est-ce pas Pierre? Mais cette fois-ci, nous allons en parler d'une façon assez originale, puisque nous avons la chance d'avoir un créateur de monnaie. Alors vous me direz, c'est une monnaie numérique. Oui, en effet, c'est une monnaie numérique. Benoît Lavenier, merci d'être présent au plateau de Politique et Économie. Merci à vous. Vous êtes donc le fondateur de la monnaie qu'on appelle la June, et vous fûtes notre invité il y a 3 ans, lorsque vous commenciez à lancer cette monnaie numérique, qui est une monnaie libre. Alors, le mot plaira certainement à nos téléspectateurs, mais nous avons besoin d'explications. Et c'est pourquoi Pierre va vous poser les premières questions. Alors pour commencer, Benoît Lavenier, on constate, on peut le faire tous, que notre économie est malade. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les symptômes de cette maladie et ses sources? Alors j'ajoute juste une précision à la présentation, c'est que je ne suis pas le fondateur, on était tout un collectif à avoir lancé cette monnaie. D'accord. Je referme. C'est tout à fait à l'honneur de votre modestie, mais votre contribution est significative en tant qu'ingénieur. Vous maîtrisez bien ces questions. Voilà, donc sur la question du constat de l'économie actuelle, c'est clair que nous, on dit depuis un moment que l'économie ne peut plus continuer comme ça sans se gripper, parce que la monnaie, c'est un peu la graisse dans les rouages de l'économie. Et quand la graisse vient à manquer, ou quand il y en a trop, bien ça peut s'emballer. Ce serait plutôt trop de graisse actuellement. Là, actuellement, voilà, depuis que la BCE, mais c'est vrai pour toutes les banques centrales, nous arrosent de monnaie, on savait que ça allait se dérégler à un moment donné. Nous, on avait fait le constat, on fait des conférences sur la monnaie depuis 2014 dans mon département, en Mayenne. Et on avait fait le constat que de toute façon, aucun des problèmes de la crise, qui ont amené à la crise de 2008 n'avait été réglé. On pourrait même dire que c'était de pire en pire. Donc forcément, on allait arriver à une nouvelle crise, voilà, qui est déclenchée aujourd'hui par le Covid. Finalement, elle aurait pu être déclenchée par bien d'autres choses. On a eu une crise des tulipes, on aurait pu avoir une crise des voitures, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais voilà, pour nous, c'est systémique. Le système financier et monétaire actuel ne peut que déclencher des crises de ce genre. Mais vous dites que c'est une aubaine quand même, la crise sanitaire est une aubaine pour nos élites. Alors ça pourrait être une aubaine aussi pour nous, ça dépend comment on va transformer l'essai. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a une des erreurs qu'on fait souvent, c'est de croire que ceux qui ont les moyens de vivre pendant 10, 15, 20 ans sans travailler, parce que c'est ça la réalité des grandes élites mondialistes, l'erreur, ce serait de croire qu'ils ne font rien. Or, ils travaillent, il se trouve qu'ils travaillent. La deuxième erreur, ce serait de croire qu'ils sont stupides et que toute cette crise est gérée de manière stupide. Je ne le crois pas. Je pense que quand vous avez 10, 15 ans de cash, on va dire, sur vos comptes pour vivre tranquillement, eh bien, vous pouvez avoir le temps de planifier, au-delà de ces 15 ans, comment garder vos monopoles, comment garder la sécurité financière que vous avez pour vous ou pour vos enfants. Parce que ces gens-là, ils sont comme vous et moi j'ai des enfants, ils ont envie de passer leur patrimoine, leur pouvoir finalement aux générations suivantes, à leur famille, etc. Et donc, ils ont travaillé eux, à ça. Et si nous, on avait fait le constat qu'une crise allait éclater à nouveau, c'était évident. Tous les observateurs le disaient, mais eux aussi, ils le savaient. Et vous voyez, dans mes conférences, souvent, on parle à des gens de tout âge, de tout niveau sociologique, et les gens me disaient souvent, mais attendez, vous me décrivez un système de monnaie qui va forcément s'effondrer, un système financier qui va s'effondrer, donc ça va s'effondrer de lui-même, et après on fera autre chose. Et je disais, mais non, vous faites une erreur, parce que ceux qui l'ont bâti, ceux qui en profitent, ils savent aussi que ça va s'effondrer, et donc ils sont déjà en train de réfléchir au système d'après. Donc là, c'est ce que je pense, l'aubaine, c'est le Covid qui arrive par là, ça permet de faire un pas vers le système d'après que eux ont réfléchi pour nous. Donc la question, c'est de savoir si on en veut. Et l'effondrement ne s'est pas encore produit. Pourquoi ça ne s'est pas encore produit ?
Alors les fonds, en fait, c'est... Les Français continuent à utiliser des euros pour acheter des biens et des services. Alors, voilà, je pense que si on regarde les signaux faibles, nous, c'est ce qu'on fait depuis toujours, dans notre collectif, on voit que quand même les signaux sont... il y a beaucoup de feux rouges un peu partout. Oui, quand même. Oui. Il y a plein de signaux d'alerte qui s'allument, le système financier s'affole. Il est maintenu, vous voyez, c'est un peu comme un patient qui est maintenu en vie, qui est sous perfusion. On sait bien que dès qu'on va débrancher les perfusions, Oui. voilà, Autrement c'est un dit, acharnement thérapeutique. Si on du retire système. le quantitative easing, les facilités monétaires des banques centrales, le système ne tiendra plus. Alors le quantitative easing, ça commence à dater finalement, parce que ça fait quand même quelques années. Oui. Vous voyez que là, il passe à un nouveau mode d'émission monétaire, puisque l'administration américaine a décidé d'envoyer des chèques de $600 directement. Oui. Vous allez voir que ça fait des ponts avec ce que nous on propose, directement aux citoyens. Et là, il va y avoir un deuxième chèque, je crois, de 1 000 € qui va arriver, ou voilà, je ne sais pas si c'est ce mois-ci ou dans les prochains mois. Et donc, ils arrivent à un système où ils injectent la monnaie directement sur le compte des individus. Et miracle, ils se sont aperçus que ça marchait, que les gens ont utilisé cette monnaie directement dans l'économie réelle et que ça produit des effets positifs. C'est ce que nous, on propose, injecter la monnaie directement sur le compte des gens. Oui, mais qui ne serait pas une monnaie monopole, qui ne serait pas une monnaie d'État. Voilà, eux, ils ne remettent pas en question leur monopole, donc ils vont le faire de manière temporaire pour sauver le patient économie, on va dire. Oui. C'est un peu de l'acharnement thérapeutique, effectivement. Ils vont injecter de la monnaie sur le compte des Américains. Peut-être que ça arrivera aussi en Europe, je ne sais pas, pour retarder un peu la mort imminente du système. Mais eux, comme nous, savent que ça va mourir. Donc la question, c'est d'essayer d'anticiper, un peu comme des stratèges, qu'est-ce que font ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nous après, à quelle sauce on va être mangé. Et est-ce qu'on veut se laisser faire ou, comme nous, commencer à anticiper et bâtir un peu une résistance, finalement, une monnaie concurrentielle. Voilà. Donc une monnaie libre. Libre, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez en donner une définition de la monnaie libre? Alors c'est libre au sens de non-nuisance à autrui. Donc c'est pas libre au sens où on fait ce qu'on veut, c'est pas libertarien, ou voilà. C'est vraiment comment on va créer une monnaie qui respecte chacun de ses usagers. Mais est-ce que ça veut dire que la monnaie non libre, ou la monnaie monopolistique, ou la monnaie d'État, nuit à certains? Alors, Puisque... elle est, on peut dire, elle a avantage évidemment certains. Ceux qui sont à la source de la monnaie, ceux qui créent la monnaie, sont forcément avantagés sur ceux qui la reçoivent contre un travail. Aujourd'hui, la monnaie euro, dollar, etc., si vous voulez en créer ex nihilo à taux zéro, je veux dire, vous ne pouvez pas. Eh bien, les banques ont accès à ce robinet, les banques privées ont accès à ce robinet à taux zéro. Et donc, ça crée forcément des disparités, des injustices à la base du système. Vous disiez que cette monnaie libre serait juste pour chacun. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Alors, donc, j'ai vu vos derniers invités qui parlent beaucoup de monnaie. C'est vrai que dans cette émission, on parle beaucoup de monnaie. Alors, il y en a qui voudraient effectivement, qui rêvent de monnaie indexée sur l'or en disant il faut une valeur tangible derrière la monnaie. Bien, nous, on réfléchit différemment. Donc, la théorie relative de la monnaie, qui a été écrite par Stéphane Laborde, dit en fait le seul invariant d'une économie, avec le temps, eh bien, c'est l'être humain. Il n'y a pas de valeur économique qui ne se détruise, enfin qui perde de sa valeur dans le temps. La seule constante de l'économie, le seul dénominateur commun finalement, eh bien c'est l'être humain. Alors si on indexe la monnaie sur l'être humain, là ça devient intéressant parce qu'on a un invariant, si vous voulez. Sur son espérance de vie. Voilà, et l'être humain, il se trouve que si on regarde de plus près ce que c'est l'être humain, finalement on pourrait dire que c'est le nouvel or sur lequel on va indexer notre monnaie. Et moi, personnellement, mes convictions chrétiennes me pousse à dire que l'or, eh bien, c'est le cœur de l'homme, quoi. C'est son âme, qui n'a pas de prix. Ah, c'est très intéressant. Donc on est en train finalement de miner, de créer de la monnaie qui est indexée sur une nouvelle mine qui est l'être humain. Et pour chaque nouveau membre de cette monnaie libre, eh bien, on va créer un peu plus de monnaie. Parce que c'est lui le créateur de richesses. Quand il va se mettre à travailler, l'être humain va produire des richesses. Oui, en effet. Mais vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous connaissez la célèbre formule de Jean Bodin, « Il n'est de richesse que d'homme ». Or, on a interprété cette phrase comme une profession de foi de puissance démographique. En réalité, à vous entendre, la vraie richesse, c'est l'humain en lui-même, en tant que créateur de richesse. Mais toute richesse créée dans l'économie provient des hommes.
Je veux dire, les animaux, les arbres, ils n'ont pas besoin de monnaie pour échanger, ils n'ont pas besoin... Par définition, c'est intrinsèquement lié, et tous les économistes le savent très bien. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de créer de la monnaie à un moment donné. On ne sait pas... Alors, si on le délègue aux banques, ça fait un monopole, et avec le temps, eh bien, ils ont tendance à tirer le monopole à leur avantage. Et non plus comme un service public. Hein. Il n'y a plus de monnaie étatique, on va dire. Maintenant, c'est des monnaies privées. Même l'euro est une monnaie gérée comme une monnaie privée. Assis sur la dette. Assis sur la dette, en plus, qui a un effet très pervers, d'une dette qui ne pourra pas être remboursée. Enfin, je veux dire, comment on pourrait dire, c'est hypocrite, si vous voulez. On nous dit qu'on a une dette qui augmente, mais on sait que le seul moyen de la rembourser, c'est de se réendetter. Enfin, on a un système qui s'auto-alimente, en fait. Oui. Si vous regardez les courbes de la dette, à partir du moment où la création monétaire est passée aux banques privées, eh bien, je veux dire, les courbes sont exponentielles. On ne va jamais rembourser cette dette. Donc comment, à partir de là, en fait c'est tellement abstrait, il faut que nos téléspectateurs le comprennent, comment est-ce qu'on crée de la monnaie sans s'endetter? Ce qu'on fait depuis à peu près 1920. On en avait parlé déjà avec Olivier. Et surtout depuis 2008. Donc nous on appelle ces monnaies euros, dollars, etc. les monnaies dettes, justement. C'est un terme un peu générique qui nous aide à avancer. C'est un concept qu'on pose. Et on les oppose aux monnaies libres, donc la première monnaie libre, la June notamment, alors, qui elle est créée sans dette. Voilà. Elle est créée sans dette. Et, chaque être humain qui décide de s'inscrire à cette monnaie libre va devenir source de monnaie. Vous voyez, plutôt que ce soit la dette auprès, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les crédits qui va générer de la monnaie, donc que ce soit un individu qui s'endette, que ce soit un État ou même l'Union européenne demain, puisque maintenant on a des dettes au niveau européen qui arrivent, plutôt que ce soit ça, eh bien simplement l'être humain qui s'inscrit à cette monnaie va devenir une source de monnaie. Et donc petit à petit, son compte en monnaie libre va être alimenté de ce qu'on appelle le dividende universel, qui est versé chaque jour. C'est une nouvelle source de monnaie. Alors, mais comment ça tombe en fait? Alors ça tombe simplement parce que c'est créé à partir de rien. Comme le système monétaire actuel, ex nihilo. Oui, voilà. Finalement, nous, on a fait le constat que ça fait plus de 40 ans qu'on crée des monnaies ex nihilo, qui ne reposent plus sur rien, anciennement sur l'or, et ça fonctionne. Je veux dire. Oui, mais ça repose quand même sur l'autorité d'un État, théoriquement. Oui, elle est garantie, qui cherche un arbitrage ou qui offre une garantie, en quelque sorte. Oui, c'est sûr, c'est une croyance aussi, hein. C'est une croyance partagée. On croit que cette monnaie a de la valeur, mais en fin de compte, si on cherche derrière, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr que les euros qu'ont nos téléspectateurs sur leur compte vaudront quelque chose dans quelque temps. Donc moi, je trouve que c'est complètement illusoire de rester sans rien faire en se disant ça va aller mieux, ça va aller mieux. Non, ça va pas aller mieux. L'euro va se casser la figure. Je veux dire, alors nous allons faire une pause, mais nous allons nous focaliser sur votre t-shirt là, sur la monnaie libre et sur la June. Alors je suis pas Superman, vous voyez, parce que non. Superman lui il agit tout seul. Nous on était justement un collectif. Alors il y a une équation en dessous. Vous allez nous expliquer tout ça. On va se mettre dans la peau, Pierre et moi, d'un candidat à votre monnaie libre. Ah. Et puisque nous sommes une richesse en tant qu'hommes, vous allez nous dire comment faire, et ce sera la seconde partie. Alors, chers téléspectateurs, Pierre et moi, nous sommes très anxieux, très impatients de savoir comment nous allons pouvoir participer à votre monnaie libre. Mais nous voudrions d'abord une précision. Ce que vous avez cité tout à l'heure comme le dividende universel, qu'est-ce que c'est exactement, ce fameux dividende universel ? Alors, donc Stéphane Laborde, en 2010, a écrit la théorie relative de la monnaie. Alors, précisons que Stéphane Laborde est un ingénieur français. Voilà, c'est un ingénieur français, voilà, cocorico. Donc d'ailleurs, toute la monnaie libre, c'est vraiment partie de collectifs français un peu partout, avec différents ingénieurs qui se sont agrégés aux travaux de Stéphane. Stéphane a cherché une solution mathématique. Alors, il est un peu touche-à-tout, il est ingénieur, il est aussi joueur d'échecs, il est passionné de mathématiques. Et donc il s'est dit, est-ce qu'on peut créer la monnaie pour que les individus restent égaux entre eux dans cette création monétaire avec le roulement des générations. Et c'est là toute la subtilité, le génie en fait de Stéphane, c'est qu'il a dit ok, on va indexer une monnaie sur l'être humain, puisque c'est l'invariant de la monnaie, mais il se trouve que l'être humain a une limite. Bah oui.
il meurt. Alors, dans les conférences, souvent les gens sont assez étonnés. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours conscience que l'être humain meurt, mais messieurs, dames, vous allez mourir un jour. Or, rien n'est moins juste que ce que font les générations actuelles et de l'impact sur les générations futures. Moi, je viens d'avoir un fils qui a tout juste 1 mois. Ses actions pendant sa vie sur Terre, je ne vois pas en quoi elles devraient impacter, d'un point de vue économique, d'un point de vue de la création monétaire, les générations qui vont arriver dans 80 ans, puisqu'ils ne se verront pas. Statistiquement, c'est l'âge, l'espérance de vie en Europe. Oui, mais en revanche, ce que vous voulez dire, c'est que lui va supporter les dettes dans la monnaie actuelle, oui, boomers. Exactement. En fait, on veut éviter les problèmes actuels, c'est-à-dire que les gens qui naissent aujourd'hui, ils ont déjà une dette sur eux. Mais voilà. Qu'est-ce qui est plus injuste que ça? Ils ont une dette contractée par des générations qu'ils ne croiseront jamais. Des gens qui sont décédés depuis 40 ans, qui ont endetté la qui sont encore vivants et qui continuent de profiter du système. Et donc, est-ce que ça, c'est juste? Ben non, parce qu'on fait que les morts ont de l'impact sur les vivants. Donc, ce qu'a cherché à faire Stéphane, c'est trouver une solution de création monétaire pour que les morts aient en fait le moins d'impact possible sur les vivants, parce que les morts n'ont pas besoin de monnaie. C'est bête à dire, mais il faut le rappeler. Donc ça, c'est le dividende universel. Voilà, il a été calculé. On entend souvent, Benoît Lavenier, cette notion de revenu de base. Quelle différence faites-vous? Alors, le revenu de base, pour moi, il faut le dire clairement, c'est une escroquerie. Consciente ou non. Des gens comme Benoît Hamon qui vont sur tous les plateaux télé nous parler de revenu de base. Absolument. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Revenu de base ou revenu universel. Ou revenu universel. Mais nous avons beaucoup parlé ici, et Benoît Hamon, paradoxalement, est d'accord avec monsieur le président du Forum de Davos. Eh ben oui, c'est ça qui est très inquiétant. Et donc nous, on veut dénoncer ça. Le revenu universel, le revenu de base, ne remet pas en cause la création monétaire. Donc c'est-à-dire qu'elle ne remet pas en cause qui crée la monnaie et comment cette monnaie est distribuée à la source. D'accord. Mais elle serait pourtant une monnaie numérique. Alors, numérique ou pas, après le support, voilà, mais qui crée la monnaie, il me semble que c'est vraiment important. Si on garde un monopole bancaire de création monétaire, forcément, ça va avantager, si vous voulez, ceux qui sont près de la source. Alors, si je prends une image, la monnaie, c'est un peu comme l'eau dans un jardin. Si vous n'avez pas d'eau dans le jardin, je veux dire, il n'y a rien qui pousse. Le jardin, c'est l'économie. Si on compare avec le système actuel, eh bien, il y a un seul porteur d'eau, et c'est lui qui va décider, donc c'est le système bancaire, qui va décider où on va arroser. Donc si vous êtes la petite plante en plein milieu du jardin, qu'il a décidé que parce que vous faites du journalisme libre sur une chaîne alternative et que vous contredisez ce que lui pense en tant que banquier, voilà, eh bien il peut décider de ne pas vous arroser. Donc c'est problématique, si vous voulez. Donc le dividende universel, on va aller poser une goutte au pied de chaque petite plante. Donc c'est un peu comme les systèmes d'arrosage, vous savez, au goutte à goutte. Oui. Voilà. Et donc on remet pas tout en cause, c'est toujours de la monnaie, elle est numérique comme l'euro, parce que faut pas se leurrer, l'euro est majoritairement à 90% déjà numérique. Donc nous, on fait pareil avec la monnaie libre. Simplement, il n'y a plus de porteur d'eau qui va décider qui vit, qui meurt. D'accord. Voilà, chacun va pouvoir être irrigué. Mais Stéphane a prévu que cette petite goutte, qu'on appelle le dividende universel, cette petite quantité de monnaie, on va dire, va sécher au bout d'un moment. Elle va disparaître. Au bout de combien de temps? Eh bien, au bout de 80 ans. Voilà. Oui. Donc c'est bien fait, si vous voulez. Il a bien étudié ça. Et la mécanique de ça, bien, c'est la formule qui est ici. Donc le dividende universel T plus 1. Et en fait est facteur du dividende universel précédent. Avec une légère croissance. D'accord. Donc c'est le C ici, c'est la petite croissance qu'on va ajouter. Au carré quand même. Voilà, ce qui fait qu'on va créer toujours plus de monnaie dans un système de monnaie libre, que le dividende universel va croître. C'est simple, finalement, ça croît de 10% par an pour compenser la monnaie, enfin la monnaie qui est déjà créée dans l'économie, pour que mon fils Simon, par exemple, qui vient de naître, puisse avoir une part à cette création monétaire, alors qu'on arrive aujourd'hui dans la June, je crois qu'on a 25 millions de Junes de créés dans notre monnaie. Eh bien, pour qu'ils puissent prendre part de manière significative, eh bien, ce dividende universel va croître de 10% par an. Voilà. D'accord. Bon. Donc ça compense, on va dire... Concrètement, Pierre et moi, nous arrivons. Bonjour monsieur, nous voulons participer à votre monnaie.
Alors, on a un site, on a plusieurs sites, mais il y a un site un peu emblématique qui s'appelle monnaie-libre.fr. Monnaie-libre.fr. Voilà, et qui permet d'accéder aux différents tutoriels pour s'inscrire. Ce qui est nouveau dans cette monnaie par rapport à d'autres, c'est que vraiment tout à chacun peut s'inscrire. Il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique ou d'un trader. C'est une monnaie numérique certes, mais il suffit d'installer un petit logiciel, soit sur un téléphone, soit sur un ordinateur. Et puis voilà, on s'inscrit et on a aussitôt un compte en monnaie libre. Qu'est-ce que cette June, cette monnaie libre a de plus ou de moins qu'une crypto-monnaie, une autre crypto-monnaie comme le Bitcoin? Alors, le Bitcoin, c'est une monnaie que tout le monde connaît maintenant, qui a un ADN qui est vraiment très différent de la monnaie libre. Alors, c'est une autre image que je vous invite à prendre. Dans les crypto-monnaies, les règles de création monétaire sont, dès le début de la monnaie, sont fixées dans le marbre. Donc, si je prends l'image, finalement, c'est à l'image de nos premières cellules de vie, que ce soit nous, êtres humains, ou les plantes. On a dans la toute première cellule tout un patrimoine génétique, en effet, oui, qui va en fait se répliquer après quand la plante pousse, quand l'être humain grandit. Mais les règles, donc l'ADN n'est pas modifié. Bon. Dans les crypto-monnaies, ce qu'on appelle les blockchains, eh bien, c'est le même principe. On a un certain nombre de règles qui va dire comment est créée la monnaie, et ces règles ne vont pas changer. Quelles sont les règles du Bitcoin? Eh bien, le Bitcoin a défini combien il y aura de Bitcoin créés. Voilà, 21 millions. 21 millions, voilà. Et ça ne pourra pas changer. Mais après, ça peut être subdivisé, chaque unité peut être subdivisée à 0,00001, donc on peut augmenter ces unités aussi. Alors, on peut le fragmenter de manière vraiment minime, mais ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin se crée en résolution d'un calcul mathématique que font des ordinateurs. Donc je vous ai amené un peu une image de ce que c'est aujourd'hui que les ordinateurs qui calculent ce Bitcoin. Voilà, on pourra le mettre oui, on va la voir. Voilà. On va la vous voyez, voir ils appellent ça des fermes. Hein, c'est ça, c'est une ferme. Une ferme de Bitcoin qui consomme énormément d'électricité. Énormément d'électricité. Pourquoi? Parce que la création monétaire, donc c'est l'ADN du Bitcoin, est faite quand un ordinateur a résolu un problème mathématique cryptographique qui consomme beaucoup de temps. Et donc, on n'a pas besoin d'êtres humains. Jamais il n'est question de savoir s'il y a des êtres humains derrière. Ce qui est important, c'est la puissance de calcul, et c'est plus on va résoudre de problèmes, plus on va créer de monnaie. C'est pas de la monnaie dette, mais c'est de la monnaie robot. Voilà, c'est-à-dire que les êtres humains pourraient tous mourir s'il y avait l'électricité pour alimenter ces machines, on continuerait de créer des bitcoins. Il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre le fonctionnement de l'économie et le nombre de bitcoins. Donc, si on prend l'image des monnaies que vous connaissez peut-être plus souvent, les monnaies qui ont été indexées sur l'or, eh bien, on a un nouvel or qui est un or numérique, qu'il est difficile de trouver comme l'or papier, mais ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais beaucoup de bitcoins en circulation. Si moi, je veux des bitcoins pour échanger, pour aller acheter mon pain, la meilleure solution, puisque je ne peux pas en créer parce qu'il faut des infrastructures énormes, eh bien, la meilleure solution, c'est quoi? C'est d'en acheter. Et donc ça ne résout pas le problème parce que si je suis pauvre en euros, je ne vais pas pouvoir acheter du bitcoin, donc je serai pauvre en bitcoin. Bon, alors nous sommes pauvres en euros. Mais l'inverse c'est vrai aussi. Donc on comprend pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait pour la June? Alors juste, on comprend pourquoi il y a un engouement pour le bitcoin, parce que si vous êtes riche en euros, en dollars, etc., vous pouvez être riche en bitcoin, il suffit de les acheter. Donc c'est devenu une valeur de réserve. Est-ce que c'est une bonne valeur d'échange? Nous, personnellement, on ne croit pas. Est-ce que la June également a besoin de ces fermes informatiques pour fonctionner? Alors, pas du tout. L'algorithme qui est derrière, donc dans l'ADN de la June, il n'y a pas de mise en concurrence, on va dire un peu stupide, des machines les unes contre les autres pour résoudre ce problème mathématique. Il y a un roulement, en fait, qui est intrinsèque à la monnaie, qui fait que un ordinateur qui a aidé à calculer la monnaie, parce qu'il faut effectivement un réseau d'ordinateurs, eh bien très vite ne peut plus aider. Il doit passer la main en fait. C'est un peu comme un jeton, si vous voulez. Et donc les ordinateurs vont se mettre en veille, tout simplement. Et on a écrit les logiciels comme ça. Alors là, je vous ai amené une répartition pour voir un peu la différence avec le Bitcoin. Ici, vous avez qui calcule le Bitcoin aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a à peu près 12-13 acteurs principaux, avec des acteurs plus ou moins importants. Et donc ça, c'est sur 4 jours. C'est les 4 derniers jours. J'ai pris ces statistiques hier.
Sur la June, vous voyez que c'est beaucoup plus réparti. Et il n'y a pas besoin d'infrastructure. En fait, n'importe qui peut installer un tout petit logiciel. Sur son téléphone. Alors, pas sur le téléphone, sur un ordinateur. Et puis participer au calcul. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, ce qu'on appelle décentralisé. Alors, je vais poser la question bête, mais voilà, je suis toujours intéressé par votre monnaie. Combien ça va me coûter? Alors, ça ne coûte rien. Dès lors que vous êtes vivant, vous pouvez vous inscrire. Et votre compte en June va fonctionner tout de suite. Mais il faut passer une deuxième étape pour recevoir le dividende universel. Alors, c'est un concept qui est vraiment novateur dans cette blockchain, dans cette monnaie June. Il n'y en a pas dans le Bitcoin, il n'y en a pas dans les autres monnaies alternatives, Ethereum, etc. C'est qu'on cherche à reconnaître les comptes des êtres humains des comptes autres. Parce qu'un ordinateur peut très bien créer des comptes, une entreprise peut créer des comptes, etc. Mais seul le dividende universel. De la June, il faut être un être humain. Pour avoir un compte qui est crédité par le dividende universel, il faut que ce compte soit reconnu comme rattaché à une personne et un seul être humain. Voilà. C'est ce qui n'est pas le cas avec le Bitcoin, par exemple. Non, le Bitcoin, ils s'en foutent de savoir à qui est le compte. On peut être une machine. Tout à fait. Ou un alien. D'accord. Ouais. Alors, une machine peut créer un compte dans la June, simplement, elle ne va pas produire de la monnaie. Vous voyez ? Donc, c'est une particularité. Donc, pour passer cette étape, donc vous vous inscrivez, vous avez un compte qui fonctionne. Pour passer cette étape et être co-créateur de la monnaie, eh bien, il faut que vous soyez reconnu par d'autres. Et il faut, dans la June, 5 parrains ou certificateurs qui vont dire oui, monsieur Pichon, je l'ai eu par téléphone, il m'a confirmé que c'est bien son compte à lui. Et donc, je vais, moi, Benoît, je vais certifier votre compte. Et quand vous aurez 5 certifications, avec Pierre, quand il aura également certifié, quand vous en aurez 5, votre compte va se mettre à coproduire ce dividende universel. Vous voyez, donc, c'est une étape, on pourrait dire, c'est une étape administrative. C'est comme quand vous voulez faire une démarche auprès de l'État, mais même d'une banque. Ils vous demandent des papiers, ils vous demandent votre carte d'identité, et puis vous avez 1 ou 2 rendez-vous. Nous, là, tout est par Internet ou téléphone, ça va même plus vite, en fait. Et une fois qu'on a passé cette étape, alors beaucoup râlent parce qu'on a 4 ans d'expérience, donc on a l'habitude des critiques, mais qui, voilà, j'ai envie de démonter assez rapidement. Les gens me disent « Ah, c'est très compliqué d'avoir 5 certifications quand on est isolé ». Et c'est vrai, il y a des gens, donc je vous ai amené la carte des utilisateurs de la June. Maintenant, on en a vraiment partout dans le monde. On est dans 11 pays, il y a à peu près 10 000 comptes qui ont été créés. Et il y a des gens qui se trouvent isolés. Avoir 5 certifications, c'est compliqué. Alors je leur pose la question, moi je leur dis, mais si vous vouliez essayer de coproduire des euros, d'après vous, combien de temps il faudrait? C'est une bonne question. Devenir banquier privé, banquier centraux, alors là je peux vous dire... Difficile. Non mais c'est impossible. Quoi. Vous et moi, jamais on ne coproduira de l'euro. Jamais. Bien sûr, bien sûr. Autre réflexe élémentaire, maintenant j'ai mon compte, j'ai eu mes 5 parrains. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux aller voir mon boulanger, qui est japonais d'ailleurs, pays d'origine de la fabrication du Bitcoin, puisque c'est une invention japonaise, et je lui dis, voilà, je vais vous payer en June. Alors, nous, notre stratégie, c'est de faire du long terme. Voilà. Si on compare avec la maladie, on va dire, de nos sociétés, je dirais que nos politiques aujourd'hui ont des visions court-termistes. C'est-à-dire que même les chefs d'entreprise ont une vision plus long terme qu'eux, presque. Ils vont avoir une vision à 5 ans. Oui. Donc nous, on est parti du constat. Est-ce que, franchement, on peut changer l'économie, les bases que sont la monnaie, en quelques années, en 5 ans? Mais non. On ne peut pas. Si vous regardez les différentes révolutions qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, combien de temps il a fallu, je ne sais pas, pour que les gens se mettent à s'intéresser au bio, par exemple. Moi, en Mayenne, je sais, les premières épiceries bio, c'était il y a 30 ans. Maintenant, ça arrive dans les écoles, vous voyez. Donc, il faut un certain nombre de temps pour changer les mœurs. Bon, si on regarde Internet, il a fallu aussi plus d'une génération pour que ça se démocratise. Donc, nous, ça va répondre à votre question, on s'inscrit dans cette durée-là. Donc, aujourd'hui, une génération. Ouais, 20 ans. Finalement, attendez, moi j'ai 40 ans, ça fait 40 ans qu'on me dit qu'on est en crise. Bon, c'est pas déconnant que je prenne 20 ans pour créer une monnaie qui va servir à mes enfants. Et je partirai de ce monde et j'espère qu'on lèguera une monnaie qui fonctionne. Et on n'aura pas perdu notre temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font rien, qui font que critiquer. Et je suis vraiment désolé de ça, j'ai envie de les réveiller. Beaucoup d'économistes. Mais vous êtes là pour ça, cher ami. Oui, beaucoup d'économistes, beaucoup de présentateurs, même de chroniqueurs que vous recevez ici,
je pense à Pierre Jovanovic que j'ai rencontré une fois à Laval, qui ne font que décrire le système monétaire et les problèmes. Oui. Mais qu'est-ce qu'on propose, quoi? Chacun son métier, finalement. Oui, mais on ne peut pas faire que, si vous voulez... Oui, je vois très bien votre critique. C'est, bon, maintenant, vous êtes sur le champ des propositions. C'est infini de critiquer les problèmes, infini. Donc arrêtons, on sait que le système ne marche pas, on prend du temps et on développe autre chose. Donc ça va répondre à votre question, c'est que aujourd'hui, je vais voir mon boulanger avec ma june, eh bien sans doute que là où vous habitez, où les téléspectateurs habitent, bon, il ne va pas connaître. Mais si vous prenez ce temps de 10-20 ans, ben là, on commence à en parler, on fait des réunions, c'est ce qui se passe partout en France et puis à l'étranger. Les gens, c'est pas directement dépenser la june qui est la première étape, c'est de la faire connaître. D'accord. Et donc, ils font des réunions publiques. Et après, à 3, 4, 5, ben on commence à faire des échanges. Souvent, c'est entre particuliers que C'est ça. Et après, petit à petit, les entreprises. Donc, par exemple, dans mon village, il commence à y avoir des entreprises qui acceptent, des restaurateurs, des producteurs de légumes. Il faut que, par exemple, le commerçant en face de nous ait un compte June pour accepter la transaction. Voilà. Je vous vends une baguette, et ben, ok, je l'enregistre sur mon compte. Il faut que ce June, soit un juniste. je vais vous créditer. Et il faut que ce soit un juniste. Il faut que ce soit un juniste. Donc voilà, ça prend du temps. Voilà. Mais finalement, rien n'est impossible. Je vais vous débiter, pardon. Oui. Alors, nous allons faire une nouvelle pause. Donc, nous avons compris qu'il faut augmenter le nombre des junistes, finalement. C'est ça. Bon. Mais nous allons poursuivre sur les avancées de la June, parce que lorsque vous êtes venu il y a 3 ans, bah, c'était dans l'enfance. Oui, c'était embryonnaire. Voilà, embryonnaire. Donc, on peut quand même dire qu'il y a une certaine réussite, malgré tout. Oui, on va essayer de faire le bilan, on va essayer de voir les avancées de la June, le développement, les chiffres, etc. Et les stratégies possibles à mener, ce sera l'objet de la 3e partie. On est toujours avec notre invité Benoît Lavenier. Vous nous montriez à l'instant, Benoît Lavenier, cette carte du monde sur l'avancée de la June. Est-ce que en France, on en est à un niveau à peu près critique? Alors, critique, je ne sais pas, mais en tout cas, on a bougé les choses. Il y a 4 ans, la monnaie a 4 ans tout juste, hein, c'était il y a une semaine, alors 2 quand on diffusera l'émission. La monnaie a 4 ans, on est parti, on était 60, vous voyez, donc avec, comme je vous disais, des ingénieurs, beaucoup de Français. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est à 10 000 comptes. Ce qui est pas négligeable pour nous parce que créer son compte, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, un compte en crypto-monnaie, vous voyez. Je ne sais pas combien de téléspectateurs parmi vous ont des comptes en Bitcoin, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc ce qu'on a réussi à faire, et je crois que c'est vraiment l'étape marquante, c'est qu'on a réussi à démocratiser une crypto-monnaie. C'est ça. Et pas n'importe laquelle, une crypto-monnaie qui est juste entre les individus, qui part de la France, Cocorico encore une fois, voilà, et on a tous les âges, c'est-à-dire qu'il y a des adolescents, des jeunes parents, moi j'ai mon père qui a pu s'inscrire et que je salue, qui a 79 ans, vous voyez, il l'a fait de son téléphone, et c'est possible, quoi. Alors où est-ce qu'on va pour s'inscrire, pour créer un compte June? Alors il y a des logiciels qui permettent de se connecter au réseau de la June. Il y en a un notamment qui s'appelle Cesium. Donc vous trouverez les informations sur le site monnaie-libre.fr. Et donc vous installez ce logiciel et puis vous pouvez créer votre compte, faire les paiements, faire les certifications aux autres membres. Et ça ne coûte rien. Et ça ne coûte rien. Voilà. C'est une monnaie qui est déconnectée de l'euro. Pourquoi? Parce que comme on est dans un projet long terme, nous, est-ce qu'on peut se baser sur l'euro qui est voué à mourir, qui va être remplacé sans doute par une autre monnaie, on en a parlé, avec un pseudo-revenu de base, sans changer la création monétaire? Est-ce qu'ils vont garder de la dette? Je ne sais pas, mais en tout cas, les élites mondialistes ont très envie de garder le contrôle de cette monnaie. Oui, ça c'est clair. Si vous voulez, c'est un peu la poule aux œufs d'or, la monnaie. Parce que vous faites travailler les autres contre un intérêt, vous n'avez rien à faire, et vous empochez des intérêts qui sont quoi? C'est de la richesse, en fait. Donc, ils ont intérêt à garder ça. Moi, je demande aux gens, mais quel est votre intérêt? Pourquoi vous restez dans l'euro, puisque l'euro détruit votre économie, vous vole vos richesses, et elle a été faite pour ça. Pourquoi ne pas faire un pas de côté? Et là, je pense que c'est vraiment stratégique. C'est faire un pas de côté, et vous voyez qu'en fait, personne ne nous empêche. Personne nous empêche de faire ça. On sait que la monnaie, que l'euro, il y a une espèce... Enfin, les gens, ils sont un peu sous emprise de ça. Donc en fait, c'est un réflexe, c'est du psychologique, quoi. Comment est-ce qu'on peut amener les gens à se soustraire de cette emprise? Alors, je pense qu'il y a plusieurs erreurs à ne pas faire, pardon. Déjà, ne pas se laisser impressionner. L'euro, c'est une marque.
Effectivement, tous les ados ont des marques de chaussures bien connues au pied. Bon, c'est pas pour ça qu'on va pas lancer une nouvelle marque. Voilà, l'euro est une marque, c'est une marque privée. Nous, on lance une marque concurrentielle. Voilà. Donc, comment on fait pour faire avancer une marque ? Il y a de la stratégie, on fait de la pub. C'est-à-dire, on arrête de citer la marque des autres. Oui, donc par exemple, c'est ce que propose Stéphane Laborde, ce que je trouve très intelligent, de dire combien tu vends ton pain ? Ah, c'est en monnaie non libre. Ah oui. Et plus citer l'euro, vous voyez. Voilà, monnaie non libre. Et citer dès qu'on peut la june. La june. Et voilà. Et petit à petit, en fait, ça s'introduit dans le paysage. D'accord. Donc, nous allons payer nos loyers en monnaie non libre, nos dettes en monnaie non libre. Encore quelques temps, malheureusement. Oui. Donc, c'est une transition pour nous. D'accord. Donc, on n'est pas utopiste. Certains nous ont qualifiés de ça. Non, on est des ingénieurs. Vous savez, les ingénieurs, ils ont un problème et ils font mal leur boulot tant qu'on n'a pas trouvé une solution qui fonctionne. C'est ça, hein. Si un ingénieur, vous lui demandez de faire un pont et le pont n'arrive jamais, vous changez d'ingénieur, quoi. Il n'a pas bien fait son boulot. Donc la solution n'est pas venue des économistes. C'est curieux quand même. Oui, c'est très intéressant. Et pourquoi ? Parce que les économistes, c'est les experts du système actuel. Bien sûr. Si vous voulez, donc leur gagne-pain, c'est de décrire le système actuel. C'est pas de trouver des solutions. Je veux dire, ils vont doser le graissage qu'il faut mettre dans le système économique actuel, mais il ne faut pas le changer, si vous voulez. Enfin, c'est pas leur angle d'attaque. L'ingénieur, lui, il dit, bon, le système ne marche pas, on va refaire un système à côté. Mais personne ne nous en empêche de le faire. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on croit qu'on est empêché, mais c'est faux. C'est changer de paradigme. Oui, et alors, c'est une transition, parce que le faire du jour au lendemain, si je voulais, je n'aurais pas pu venir sur votre plateau si je n'avais pas utilisé de la monnaie non libre. Donc il faut le faire tranquillement. C'est-à-dire, c'est un peu comme un drogué qui veut se sevrer. On est drogué à la monnaie dette. Oui. Et donc sevrons-nous petit à petit, de manière pédagogique, pas du jour au lendemain. Je veux dire, on va récidiver. Hein. Si je dis, je sors du plateau en disant que je veux plus de monnaie non libre, je vais récidiver, j'avoue. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré, je ne sais pas moi, des réactions hostiles de la part des institutions, de la part des banques Alors, on observe ça, c'est intéressant. On a observé comment ça s'est passé pour le Bitcoin, qui est un peu la première monnaie décentralisée. Alors, c'est intéressant de revoir l'histoire là-dessus, c'est l'histoire récente, mais quand même. Déclaration d'Obama dans les années 2010, le Bitcoin est l'ennemi public des États-Unis. Ouais. Bon. Et est-ce même que 10 ans après, pour Libra aussi, pour la monnaie. Oui, mais est-ce que 10 ans après, il a réussi à avoir la peau du Bitcoin ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au contraire, c'est que ce que vous ne pouvez pas détruire, les États vont commencer à l'encadrer. Le copier, oui. L'encadrer. Oui, l'encadrer. Et donc, il n'y avait pas de fiscalité, il n'y avait pas de reconnaissance du Bitcoin au niveau européen. Et puis, petit à petit, il s'est fait reconnaître tout simplement parce qu'on a saisi les instances fiscales en disant « mais qu'est-ce que je dois faire ? Moi, j'ai des bitcoins avec mon entreprise, comment je dois les déclarer ?» Et donc, il y a l'Allemagne qui avait une fiscalité différente de ses pays voisins, etc. Et finalement, l'Allemagne a dit en fait, non, pour nous, le bitcoin, c'est une monnaie comme une autre. Donc, il n'y a pas de TVA quand vous achetez, vous vendez du bitcoin. Et petit à petit, l'Union européenne a fait pareil. Et donc, il y a une fiscalité, enfin, une reconnaissance de ces monnaies qui est en train de se faire. Et donc, nous, on n'a pas d'inquiétude. Ça va se faire de la même manière pour la monnaie libre. Une monnaie qu'on ne peut pas arrêter, parce que vous voyez, pour arrêter notre monnaie, et là, je ne cherche pas à être le frondeur, je dis juste la réalité informatique des choses. Il faudrait couper chacun des ordinateurs que vous voyez en bleu ici. Parce que là où c'est du bleu, c'est des gens qui calculent la monnaie. D'accord. Donc, pour interdire de faire fonctionner des ordinateurs dans plus de 11 pays... Difficile. C'est impossible, c'est impossible. On ne peut plus arrêter ces monnaies. Et ils le savent, en fait. Quelles actions est-ce que vous faites concrètement auprès des professionnels du privé pour les inciter à aller vers cette monnaie libre ? Alors, on a passé cette étape on a franchi l'étape des 10 000 utilisateurs. Et maintenant, on est en train de faire une nouvelle génération d'outils pour faire les paiements, réaliser les paiements, parce qu'on s'est aperçu de limites qui sont très gênantes pour notamment les professionnels. Donc là, on est un peu dans un temps de plateau, on va dire, enfin de calme, d'accalmie. On a beaucoup travaillé depuis 2014 pour que cette monnaie arrive. Donc aujourd'hui, on est en train de faire une nouvelle génération d'outils plus rapides pour faire des paiements instantanés, sécurisés, pour que, justement, il n'y ait pas le problème de temps d'attente quand vous faites un paiement, soit par carte, soit par téléphone.
sans contact auprès de votre boulanger, par exemple, qui accepterait la June bientôt, pour que ce soit instantané. Ça demande un peu de boulot. Donc là, on est en train d'y travailler, à faire des paiements instantanés. Donc quand je vais chez le boulanger, le moyen de paiement de la June, ça serait une carte, ça serait une application du téléphone? Voilà, ce qui serait le plus simple, c'est le sans contact sur les téléphones, qui arrive sur les téléphones maintenant. Vous savez que vous pouvez payer en sans contact, vous n'avez plus besoin de votre carte de crédit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre, mais il faut quand même qu'on le fasse. Et là, l'avantage, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les crypto-monnaies, le paiement qui va être effectué est envoyé sur un réseau, donc, qui peut être un peu partout dans le monde. Et on va vérifier, chacun des ordinateurs va vérifier que vous avez bien l'argent que vous transférez à votre boulanger, que vous êtes bien détenteur de ce compte. Donc il y a une petite vérification. Et ça peut prendre, dans la June, ça peut prendre en moyenne 5 minutes. Oui. Et vous n'allez pas attendre 5 minutes, le boulanger ne va pas attendre 5 minutes avant de vous donner la baguette. Donc il y a un problème de latence pour que ces monnaies soient utilisables au jour le jour. Après, ça marche très bien de particulier à particulier, par exemple. Oui. Donc on a un site internet qui se développe bien. Je vous ai amené ici une petite capture. Un site d'annonce, un peu comme Le Bon Coin, qui permet de faire des achats et ventes de biens et services en June. En June, uniquement. Voilà. En June, uniquement en June. Et donc ça marche très très bien. De particulier à particulier, je veux dire, vraiment, on n'est pas à 5 minutes près, on va dire. D'accord. Et que trouve-t-on alors sur des vêtements, des jouets, de tout, meubles, voilà, des vêtements. Là, il y a un synthétiseur, il y a des huiles de massage bio, il y a des livres, il y a des gens qui vendent des voitures, des téléphones. Benoît Lavenier, par exemple, vous êtes donc co-créateur de ce fonctionnement. Vous y êtes depuis 4 ans. Vous avez combien d'unités de June alors? Alors, je dois avoir autour de 25 000 June sur mon compte. Aussi parce que je reçois beaucoup de dons. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on découvre. Alors, j'allais vous le demander, justement. Est-ce que vous avez des investisseurs? C'est formidable, en fait, parce que dans une monnaie qu'on coproduit tous, finalement, le banquier, qu'on d'habitude on va voir pour notre projet, on a besoin notre fameux boulanger, il a besoin d'un nouveau four à pain. Aujourd'hui, on va voir le banquier qui dit « Non, j'y crois pas à ton truc, si c'est pas rentable, je te le donne pas. » Ou il dit « Oui », et là, on va pouvoir créer notre... Eh bien là, on se passe de ce monopole, puisqu'on va aller pouvoir demander aux gens qui nous connaissent, de notre entourage, j'ai besoin de 10 000 June pour mon projet, j'ai besoin d'embaucher un graphiste, refaire un site internet, etc. Et aujourd'hui, on trouve vraiment dans la June des graphistes, des concepteurs de sites internet, on trouve de tout, quoi. D'accord. Et donc, vous allez pouvoir demander ces montants-là en microfinancement auprès des gens qui sont autour de vous. Et est-ce qu'ils vont avoir confiance en vous? Mais attendez, si moi je demande à mes parents, mes frères et sœurs qui sont dans la June, et je les remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance, ça demandait du temps, mais ils y sont venus. Si je leur demande de m'aider à financer un projet, mais attendez, ils vont le faire. Oui. C'est mes banquiers, en fait. Quelle est la valeur de la June? Parce qu'on a tout de suite, en tant que drogué à l'euro, l'envie de se dire la convertibilité avec l'euro, c'est quoi? Ça fait combien d'euros? Alors, en fait, il n'y a pas de taux fixe, évidemment, puisque l'euro est en cours de création énorme. On est en train de créer une quantité d'euros, donc je pense que l'euro va continuer d'être dévalué. Déprécié. Au contraire, la June, c'est le contraire, parce qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, et plus on a d'utilisateurs dans une monnaie, plus la monnaie prend de la valeur. Oui, donc on peut constater que les taux aujourd'hui. Et ça va dépendre du marché, c'est-à-dire le marché, c'est l'offre et la demande. Si vous avez qu'un vendeur de carottes à un endroit, c'est lui qui fixe les prix. S'il y en a 2 ou 3 dans la June, ça va commencer à descendre les prix. Si vous voulez. Et donc nous, en Mayenne, 1 euro, c'est à peu près 20 Junes. Voilà. Donc 20 Junes, vous avez 1 euro. Ce qui fait que... 20 Junes la baguette de pain, alors. Voilà, c'est ça. C'est pas choquant pour nous. Mais c'est des prix qui vont être amenés à évoluer. Bien sûr. Et alors, vous avez besoin aussi d'informaticiens, d'ingénieurs pour étoffer l'équipe, peut-être, non? Voilà. Alors, quand on cherche à lancer une fusée sur la Lune, on a besoin de physiciens, on a besoin de compétences variées. Là, il faut comprendre, Emmanuel Macron l'a dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, donc moi je fais un appel vraiment, c'est solennel. La nouvelle guerre d'aujourd'hui, ça n'est plus la guerre d'occupation. La nouvelle guerre est économique. Et les conséquences sont désastreuses. On est au tout début de l'effondrement de la France. Il va y avoir des morts. Enfin, je veux dire, il faut qu'on arrête de croire que nos élites vont nous en sortir. Et ils s'en foutent, pardon, mais... Enfin, mais ne vous excusez pas. La vie n'a pas le même prix pour tout le monde. Et il y a des gens pour qui c'est dur à concevoir pour des gens parce que la plupart des gens sont gentils et ils pensent que les gens autour d'eux sont gentils.
Mais il y a des gens qui s'en foutent qu'il y ait des morts, qu'il y ait des suicidés chez les restaurateurs, que les paysans soient surendettés, etc. Ils s'en foutent. Donc on est en guerre, et donc il faut une stratégie en face. Il faut être stratège, si vous voulez. Donc moi, je ne suis pas un chef de guerre. J'aime bien dire, nous, on veut être des chefs de paix. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Il faut qu'on recrute notre armée, si vous voulez, de paix. Il ne faut pas être machiavélique à l'inverse de ceux qui sont en face de nous. Alors eux, leur stratège, c'est d'être dans l'ombre, de mentir, etc. Donc nous, au contraire, avec la blockchain, si on veut, avec la June, on est plutôt dans la lumière, la transparence, c'est-à-dire on dit, les règles du jeu, elles sont fixées, les règles du jeu de la June, elles sont là, tout est clair, on est dans la lumière. Quoi. Mais il faut quand même qu'on travaille. C'est-à-dire que l'erreur, une phrase que j'aime bien, c'est il suffit que les gens de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. Voilà, absolument. Et donc on appelle les gens de bien à venir, et il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot pour faire des applications téléphone, des applications sur carte pour que les paiements fonctionnent. Nous, on a validé que c'est faisable. On sait aujourd'hui que c'est faisable. C'est pas une utopie. Voilà, 10 000 utilisateurs. Et alors justement, en termes de paiements internationaux, puisque vous avez des comptes dans tous les continents, autant que je puisse en juger. Oui, bah, dans les dom-toms, c'est parti de la francophonie, donc effectivement, partout dans les dom-toms, maintenant, il y a des junistes. Ah oui, donc il n'y a pas de problème de transfert. Ah ben non, il suffit d'avoir une connexion Internet, et on travaille sur des paiements hors ligne aussi, pour que quand, par exemple, on est dans un bâtiment qui ne capte pas, nous, en Mayenne, on en a encore quelques-uns, des vieilles épiceries qu'on aime beaucoup avec des murs de 1 mètre d'épaisseur, bah, on ne capte pas, mais c'est très bien, et on peut quand même faire des paiements numériques. L'idée, c'est pas d'être drogué au téléphone. Je veux dire, il y a beaucoup de gens dans le monde alternatif. Ça aussi, c'est un peu quelque chose que je voudrais briser, une fausse croyance, qui disent « Ah non, il faudrait revenir à la monnaie papier, parce que le numérique, c'est bon, il y en a marre. » Moi, j'entends ça, enfin, je comprends. Les gens sont drogués au téléphone. Je viens de passer quelques temps dans le métro. Ils sont tous sur leur téléphone, comme des ados. Bon, il ne s'agit pas de faire ça. Mais regardons les choses en face. C'est quand même pratique. Et en temps de guerre, on utilise ce qui est efficace, quoi. Voilà. Et donc, on utilise les téléphones. Demain, pourquoi pas faire de cette June une monnaie physique, papier, pourquoi pas. On peut faire l'inverse de ce que font les banquiers centraux, parce qu'eux, ils ne veulent plus de monnaie papier. Cash. Oui, c'est contrôlable. Benoît Lavenier, vous parlez d'un effondrement, mais si l'effondrement menait à un blackout, je ne sais pas, à la fin de l'électricité, peut-être pour une période indéfinie, non mais... Je veux dire, du coup, la June, ça remettrait en question son fonctionnement. Bah, j'y crois pas, moi, pour une raison simple, c'est que ceux qui ont mis en place ce système monétaire n'ont aucun intérêt. Enfin, je veux dire, toute l'économie de A à Z a besoin d'électricité, a besoin d'Internet. Ils sont aussi drogués à ça. Donc, les grandes multinationales, sans Internet, ne font rien. Donc, ils ne peuvent pas, eux, provoquer leur fin. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'ils veulent anticiper, éviter le blackout. Tout le monde a intérêt à le faire. Donc il y aura toujours Internet. Par ailleurs, les machines qui calculent la June, pour rassurer les écolos, et j'espère qu'ils sont nombreux qui nous écoutent, peut tourner sur une petite pile, sur des tout petits, des micro-ordinateurs, et ça fonctionne. Oui, donc ça ne produit pas autant de chaleur que ces énormes fermes de Bitcoin, par exemple. C'est vraiment l'ingénieur, donc Cédric Moreau, qui a bâti le logiciel qui calcule la monnaie, et a fait en sorte que ça consomme vraiment 3 fois rien. Ça aussi, c'est une... Voilà, Cocorico, encore une fois, c'est la première blockchain écologique au monde. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien tout à fait passionnant et tout à fait neuf. Nous espérons que nos téléspectateurs pourront vous suivre, peut-être éventuellement, même, qui sait, qu'ils fassent des dons en June à TV Liberté. À TV Liberté, moi je lance un appel à votre président, voilà. À votre directeur, là, pour que ça puisse se faire. Ce serait un bon signe de résistance. Ça, c'est symbolique, mais vous savez, on a besoin de signes positifs. Nous, je crois que la monnaie libre, c'en est un. On arrête de regarder ce qui va mal, on construit ce qui est bien. Et si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants, quoi. Et on mourra en étant fiers de nous. Civilisation européenne, Philippe Millot, si vous nous entendez. Merci, en tout cas, Benoît Lavenier. Nous rappelons que vous êtes un des fondateurs de la monnaie libre numérique, la June. Merci à vous. Chers téléspectateurs, eh bien, à très bientôt. Pierre ? À très bientôt à tous. À bientôt.